Bonsoir ou bonjour, c'est Selon et bienvenue dans cette 9e déjà émission des visages de la recherche, des femmes et des hommes passionnés mais rigoureuses qui travaillent sans relâche, qui ouvrent des portes du méconnu pour notre avenir. Laurence Meurant, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de recherche FNRS, Université de Namur, chercheuse en linguistique et en particulier dans la langue des signes. Mais au départ, vous hésitiez entre les romanes et ingénieur, c'est-à-dire, vous, c'est le grand écart, 360 degrés. Oui, c'est vrai que j'ai hésité, mais j'ai trouvé un petit peu mon bonheur aussi, enfin, j'ai trouvé beaucoup de bonheur en romane, mais un lien avec les mathématiques dans la linguistique. Dans la linguistique. Alors bon, le langage des signes, comment y êtes-vous parvenu? Pourquoi? Il n'y avait pas tellement de recherche, finalement. C'est le nirvana pour une chercheuse. Il n'y avait pas du tout de recherche. Je crois que ça fait partie des choses qui m'ont intéressée. Il n'y avait pas du tout de recherche, et la première entrée, ma première découverte de la langue des signes, ça a été d'abord par des petites anecdotes du professeur de linguistique générale qui nous distribuait un feuillet nous invitant à aller voir une pièce en langue des signes, une pièce bilingue, ou qui nous disait à la fin de son cours, vous savez, tout ce que je vous ai raconté, c'est valable pour les langues vocales. Mais il faudrait encore voir si ça s'adapte aux langues signées. Oui. Et puis, bon, vous avez mordu, si j'ose dire, à l'hameçon. Et puis, un beau jour, mais c'est une sorte de première mondiale, c'est votre dictionnaire bilingue. Bilingue, qu'est-ce que ça veut dire, bilingue, pour ceux et celles qui nous regardent? Alors, ce dictionnaire bilingue, oui, en effet, il y a tout un parcours derrière, mais c'était un véritable aboutissement. L'idée était de donner accès aux locuteurs de la langue des signes, qu'on appelle aussi les signeurs, à toute la communauté des sourds et des malentendants, en particulier aux enfants et aux élèves des classes bilingues, mais de leur donner accès à un outil similaire sur son fonctionnement à celui que nous, on utilise presque au quotidien, je crois, comme Lingui, par exemple, ou dans lequel on fait une recherche d'un terme, par exemple entre le français et l'anglais, et les résultats nous donne non seulement des informations typiques du dictionnaire, c'est un nom, c'est un verbe, et il a telle et telle traduction, mais aussi des exemples en contexte, c'est-à-dire des exemples d'utilisation naturelle d'équivalents entre les deux langues. Je vous comprends bien, mais comment êtes-vous arrivé à cela? Vous avez dû filmer des heures et des heures de conversation, de translation. Oui, oui, et c'est pour ça que je disais qu'il y a un long parcours, parce que comme il n'y avait rien pour la recherche, une des premières étapes, ça a été de se construire une ressource de données. L'équivalent d'une bibliothèque pour celui qui étudie le latin ou le français ou l'anglais. Et cette bibliothèque n'existait pas. On a donc, comme première étape, constitué ce qu'on appelle en linguistique un corpus, c'est-à-dire un ensemble d'enregistrements. On a fait venir à l'Université de Namur 2 par 2 des locuteurs, des membres de la communauté des sourds et malentendants qui se connaissaient pour que ce soit suffisamment spontané, et on leur a posé toute une série de questions, on leur a fait passer à tous le même type de tâches. On a tout enregistré, et puis surtout, patiemment, on a annoté, signe par signe, chacun des signes qui étaient produits dans ces vidéos spontanées. Et c'est grâce à cette accumulation de données-là qu'a pu petit à petit s'installer l'idée d'utiliser ce corpus, d'utiliser toutes ces données comme base, première colonne du Lingui pour un dictionnaire bilingue. Donc, c'est une sorte de fiançailles entre la linguistique et l'ingénierie de l'informatique et du web, puisqu'on peut consulter en plus ce dictionnaire chez soi. Ah oui, l'idée était qu'il soit ouvert. Et gratuit. Ouvert et gratuit. Et une autre idée qui, elle, nous a donné, et surtout à mes collègues informaticiens, du travail pour quelques années, l'idée était de pouvoir le consulter tant en français qu'en langue des signes. Alors, comme la langue des signes n'a pas d'écriture, il fallait inventer avant ça une interface pour pouvoir reconnaître les signes. Et donc concrètement, chaque utilisateur devant son ordinateur, sa webcam, peut réaliser un signe qui sera reconnu en première étape par l'intelligence artificielle, et puis qui donnera accès au dictionnaire. Alors, vous nous avez apporté une image, vous allez pouvoir la commenter. C'est une image où on voit un homme avec un triangle sur lui.
quel est le rapport avec votre dictionnaire? Là, Puis il y a une main quasi bionique, je vois. Oui, mais là, vous voyez vraiment la conjonction entre les deux axes de travail. D'abord, l'image de l'homme que l'on reconnaît. Oui. C'est un de ces locuteurs qui est venu dans notre studio et qui parlait avec son ami. Il était en train de signer, donc. Et puis, la deuxième étape, c'est la recherche des collègues informaticiens de l'UNAMUR, oui. L'équipe de Benoît Freinet, d'Anthony Clèves, qui ont petit à petit développé des outils, notamment en appliquant des squelettes qui permettent de reconnaître les différents articulateurs, manuels et non manuels. On voit sur l'image qu'il y a aussi énormément de points qui suivent les sourcils, les yeux. Et donc, toutes ces métriques sont enregistrées par le suivi de Une première mondiale. Oui, c'est une première mondiale. Vous allez avoir le Nobel, alors? Ce n'est pas mon ambition. Et en tout cas, elle reviendrait en Non, mais il faut le dire, c'est quand même un cocorico, ça. Oui, c'est une bonne nouvelle pour alors, pour la Laurence Meurant, alors, très souvent, on dit, je pense que c'est un préjugé, mais on dit le langage des signes, c'est un peu sommaire, on ne peut pas exprimer l'humour, peut-être la tendresse, les comptines, c'est impossible, etc. Qu'est-ce que vous pouvez répondre en tant que chercheuse? C'est une langue sommaire? Non, je crois que la meilleure chose à faire, c'est de balayer ces préjugés-là et de se baser avant tout sur ce constat qui, maintenant, du côté des linguistes, en tout cas, est tout à fait partagé. Et dès que vous êtes dans une situation de communication dans la communauté des sourds, vous en êtes convaincu en 10 secondes, c'est qu'il s'agit d'une langue ou de langues au pluriel, parce qu'il y a différentes langues des signes, et elles ont les principales caractéristiques de toutes les langues. Elles permettent aussi bien l'abstraction, elles permettent de chanter, de faire des comptines, de faire de l'humour, de mentir. Il y a des lapsus, il y a des... Des lapsus? Mais oui. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est le plus simple. C'est de se dire que ce sont des langues comme les autres, qui ont une origine, qui évoluent aussi, qui varient d'une région à l'autre, etc., qui sont en contact avec d'autres langues et qui évoluent de toutes ces façons. Est-ce que le Covid a été positif pour la langue des signes? Parce qu'il y a eu une sorte de promotion, on a vu beaucoup de signatures, si j'ose dire, à cette époque. Oui. Oui et non. Du côté non, parce que, par exemple, l'utilisation massive des masques a fait se rendre compte que tous les éléments non manuels qui se passent sur le visage sont aussi des informations très importantes pour la langue des signes. Mais oui, dans le sens où, sur le petit écran, dans tous les foyers pendant la crise Covid, sont apparus des interprètes, qui étaient en fait des interprètes sourds, qui, tous les jours, donc, transmettaient les informations urgentes. Alors, après, votre dictionnaire, donc, qui est vraiment un événement extraordinaire, vers où va votre recherche pour le moment? Vers où elle va, d'où elle vient, enfin, c'est un peu en continuité. L'idée a toujours été, bien sûr, de décrire la langue des signes de Belgique francophone, parce que notamment il s'agit aussi d'une langue une langue d'enseignement chez nous, et donc il faut la documenter. Mais aussi, ce qui est particulièrement passionnant, c'est de se rendre compte de la façon dont l'étude des langues signées peut remettre en question nos conceptions sur le langage en général. Par exemple, on a tous l'impression de savoir ce qu'est un geste. Tout simplement parce que dans les langues vocales, c'est simplement ce qui se passe du côté des mains, alors qu'on associe au linguistique ce qui se fait avec la bouche et l'appareil phonatoire. Mais dès qu'on se trouve devant des productions en langue signée, où, disons, on ne peut pas découper entre deux canaux, tout se passe dans la modalité visio-gestuelle. Tout à coup, on en vient à se demander ce que c'est qu'un geste, à essayer de le définir, et petit à petit à se rendre compte que c'est très difficile de définir le geste, parce qu'en fait, c'est sans doute une erreur au départ, induite par cette multimodalité des langues vocales, d'avoir séparé le langage oral et la gestualité. Donc, si je résume, l'étude du langage des signes, finalement, permet de mieux comprendre d'autres langages. Oui, et redonne du travail aux linguistes. C'est ça. D'une certaine façon. Quelle serait aujourd'hui votre utopie dans votre recherche?
Le rêve, bon, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir bénéficier d'un mandat du FNRS parce que ça m'a permis de faire émerger dans le paysage de la recherche en Fédération Wallonie-Bruxelles un domaine, une spécificité qui n'existait pas parce qu'elle n'était liée à aucun programme d'enseignement. Donc ça, c'était déjà une première utopie réalisée. Mais aujourd'hui, votre utopie, votre rêve le plus fou? Mais alors, le rêve le plus fou, c'est de pouvoir avoir été un passeur entre le monde de la science et la communauté des sourds. Et donc l'idée, l'idéal, ce serait de pouvoir engager, de pouvoir travailler avec des chercheurs sourds qui aient des diplômés de master ou même de doctorat. Qui prennent la recherche en main. Qui prennent la recherche en main et qui sont les meilleurs relais, en fait, entre la communauté et ça, c'est une bonne nouvelle, c'est que ça vient d'être rendu possible. Ah bon? Aussi grâce au FNRS. Donc c'est possible depuis cette année? Oui, parce qu'un projet de recherche vient d'être financé et qui va permettre au laboratoire de langue des signes de Belgique francophone d'engager la première et la seule actuellement chercheuse qui est détentrice d'un prix. Donc Laurence, si vous passez la main d'une certaine manière. Je m'apprête à passer la main, peut-être bien, ce serait une bonne chose. Voilà. Merci en tout cas de nous avoir fait découvrir le langage des signes avec ce fameux dictionnaire. Un peu de publicité et puis notre second invité, Laurent Nguyen, directeur de recherche FNRS en neurosciences à l'Université de Liège. Avec ses mini-cerveaux, il cherche à mieux comprendre le développement du cortex cérébral et par ricochet des maladies comme par exemple l'Alzheimer. À tout de suite.